Sud Radio, le dossier de l'été. On court après le temps, on dit qu'il passe trop vite, qu'on manque de temps. Mais qu'est-ce qu'on désigne vraiment quand on parle de ce temps-là ? Aujourd'hui, pour éclairer cette énigme, nous avons la chance de recevoir Étienne Klein, qui est physicien, philosophe de sciences. Mais qui est exactement Étienne Klein, Théo Ampillac ? Étienne Klein, c'est l'une des grandes voix de la vulgarisation scientifique en France. Physicien de formation, il est spécialiste de physique quantique et de cosmologie. Chercheur au commissariat à l'énergie atomique, il a travaillé notamment sur le temps et les particules. Mais il est surtout connu du grand public pour sa capacité à rendre la science accessible à tous. À la radio, dans des conférences ou à travers ses nombreux livres, il aime croiser science et philosophie et interroger le sens des découvertes scientifiques sur notre société. Mais depuis quelques années, Étienne Klein est aussi une figure emblématique des médias. Ses prises de parole sur l'intelligence artificielle, le climat ou encore les fausses informations en font une référence incontournable. Bref, Étienne Klein est le scientifique qui aime nous faire réfléchir. Il a écrit un livre formidable qui s'intitule Transport physique, paru cette année chez Gallimard. Étienne Klein est avec nous tout de suite sur Sud Radio. On va parler avec lui de notre rapport au temps. Bonjour Étienne Klein. Bonjour et merci pour ce portrait incroyable. De notre jeune Théo Ampillac, enfin jeune, un petit peu moins jeune, non, s'il reste jeune, il a encore le temps devant lui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour double raison, déjà parce que c'est nous, Sud Radio, vous avez dit oui, mais aussi parce que vous êtes le référent scientifique d'une très belle exposition sur le temps qui se joue aujourd'hui au musée de la Poste dans le 15e arrondissement de Paris. Exactement, c'est une exposition qui s'appelle La Fabrique du temps et qui interroge la façon dont les postiers, au cours de l'histoire, ont géré l'entremêlement entre l'espace et le temps qui constitue la trame de leur métier de postier. Alors on est avec vous aujourd'hui parce que à cette avant-veille de la rentrée scolaire, la veille aujourd'hui d'ailleurs c'est la rentrée des professeurs et ça c'est important. Tous les professeurs, instituteurs ont fait leur rentrée depuis quelques jours et particulièrement aujourd'hui et nos jeunes élèves c'est à partir de lundi. On va avoir cette sensation de nouveau alors que les vacances nous ont permis de nous poser un petit peu, de prendre le temps, et bien là de reprendre cette sensation absolument pas très agréable, inconfortable de courir après le temps. Quand on s'est parlé tous les deux, on s'est dit tiens, on va aussi jouer avec ces expressions. Oui, parce que quand vous parlez du temps, ou quand on met le mot temps dans une phrase, comme courir après le temps, ou quand on dit que le temps s'accélère, ou qu'on mesure le temps, en fait, c'est le contexte de la phrase dans lequel on a mis le mot temps qui détermine le sens qu'on donne à ce mot. Il y a des phrases dans lesquelles le mot temps est synonyme de durée. D'autres, c'est le moment tel qu'il advient. D'autres, où c'est la vitesse. D'autres, où on parle de nous-mêmes plutôt que de parler du temps. En fait, on parle de notre rapport au temps sans que ça indique ce qu'est le temps dont on parle. Enfin bref, il y a ce paradoxe du mot temps, c'est que quand on le met dans une phrase, eh bien on comprend la phrase, mais dès qu'on sort le mot temps de la phrase dans laquelle on l'avait mis, il se transforme en une sorte de mystère, d'énigme. On se demande si c'est une entité physique, quelque chose qui existe objectivement indépendamment de nous, ou bien si c'est simplement un mot, ou bien si c'est une construction culturelle, ou est-ce que c'est une fabrication de notre cerveau. Bref, le problème commence à se poser de façon sérieuse. Vous êtes Étienne Klein sur Sud Radio, entre autres bien évidemment aussi spécialiste de physique quantique et de cosmologie. Qu'est-ce que cette notion du temps ? Est-ce que le temps existe vraiment ? Alors, ça dépend du point de vue depuis lequel on commence à parler. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder la physique, justement. La physique, elle est constituée d'équations qu'on apprend au lycée, puis il y en a d'autres un peu plus compliquées qu'on apprend plus tard quand on est physicien. Il y a celle de la physique quantique dont vous avez parlé, il y a celle de la mécanique, il y a celle pour décrire la gravitation, les équations d'Einstein de 1915, celle de la relativité générale. Et dans ces équations, il y a un truc qu'on appelle le temps, le paramètre T, dont le statut dépend des théories auxquelles on se réfère. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'imaginer ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler. Alors c'est un travail compliqué parce que les équations ne parlent pas d'elles-mêmes, donc il faut imaginer ce qu'elles diraient. Et en général, quand on fait ce travail, on aboutit à la conclusion que notre façon de parler du temps ne rend pas justice parce que nous savons par la physique du temps. C'est-à-dire ? Donc c'est-à-dire que si on prenait la physique au sérieux, on changerait notre façon de dire le temps. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai entendu dire le temps s'accélère.
Une accélération, c'est le changement de la vitesse au cours du temps. C'est une variation de la vitesse. Donc, pour dire que le temps a une accélération, il faut déjà supposer que le temps a une vitesse. Or, c'est quoi une vitesse? Alors, en termes techniques, c'est une dérivée par rapport au temps. Ça veut dire que, en fait, on divise par exemple, quand on parle de la vitesse d'une voiture, oui, on divise la distance parcourue par la voiture par la durée que met la voiture à parcourir cette distance. Donc, on divise une longueur par un temps. Donc, une vitesse, c'est une division par un temps. Alors, quand vous parlez de la vitesse du temps, c'est quoi le résultat? Et ça veut dire que vous êtes condamné à dire cette phrase un peu stupide, que le temps est cette chose mystérieuse qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et vous êtes bien avancé. Hein. En fait, voilà, le temps n'a pas de vitesse. Et pourtant on parle comme s'il en avait une. Parce que en fait, on confond le temps avec ce qui se passe dans le temps. On confond le temps avec les phénomènes temporels. Et donc, quand le rythme de nos activités s'accélère, on pense que c'est le temps lui-même qui s'accélère, alors qu'il n'a absolument rien à faire de ce qu'on fait au cours du temps. Mais du coup, il y a aussi le temps philosophique. Est-ce que c'est pas une illusion? Enfin, on peut partir sur tellement de... Ah bah oui, on peut partir dans toutes les directions. Hein. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que le mot temps, il est victime d'une polysémie tellement vaste que finalement, on peut quasiment en dire ce qu'on veut, en effet. Mais on se comprend, c'est ça qui est le truc, c'est que, par exemple, si vous lisez un livre de Saint-Augustin, Saint-Augustin, c'est un penseur du IVe siècle après Jésus-Christ, donc ça fait longtemps. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Confessions. Dedans, il y a un chapitre qui s'appelle Le temps. Vous lisez ce texte, qui a été écrit il y a 16 siècles. Quand vous le lisez, vous comprenez. Vous comprenez tout ce qu'il dit. Et c'est bizarre parce que entre Saint-Augustin et nous, il y a eu des gens comme Galilée, Newton, Einstein et beaucoup d'autres qui ont complètement changé notre façon de comprendre le temps. Et donc si on avait tenu compte dans notre façon de penser et de parler de ce qu'on a appris sur le temps, le langage aurait été tellement transformé qu'on ne pourrait plus comprendre Saint-Augustin. Et en fait, il parle comme nous, ou plutôt, c'est nous qui parlons comme lui. Ça veut dire que notre façon de parler du temps n'évolue pas, et elle n'est pas modifiée par les nouvelles connaissances qu'on acquiert sur lui. C'est-à-dire que depuis des centaines d'années, nous avons on se répète, nous avons la même notion. Ouais. Et là, pour le coup, ça pose question. Oui, parce que par exemple, moi je me souviens, on m'avait demandé de parler à des élèves, parce qu'on parle de la rentrée scolaire là, des élèves de 10 ans, je crois qu'ils étaient en CM2 ou en 6e, et j'avais essayé de recueillir les questions d'enfants sur le temps, pour voir comment répondre à leurs interrogations. Et il y a une petite fille qui m'a dit, mais monsieur, on dit que le temps passe, mais à force de passer, il devrait finir par s'user. Oh, c'est beau. Oh, c'est une question géniale. Oh, c'est beau. C'est une question géniale. Oui, c'est génial. Et en fait, on dit que le temps passe. Ça, c'est la formule qui est presque une ritournelle. Mais vous voyez bien que, en fait, pour un physicien, le temps, c'est un truc qui ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. C'est-à-dire que, alors qu'on associe le temps au changement, la physique vous dit, le temps, c'est un truc qui change pas. Ce qui change, ce sont les instants. Mais tous les instants, bien qu'ils soient différents, ont le même statut physique. C'est-à-dire que leur nature, si vous voulez, n'est pas affectée par le temps qui passe. Tous les instants sont désignés de la même façon. Vous voyez, on peut faire comme ça, fabriquer des paradoxes à l'infini. Et dès qu'on se met à réfléchir, alors là, il y a de quoi s'occuper un petit moment, parce que la notion de temps continue d'être une énigme. Et puis après, on pourrait aussi, comme nous le dit Fréquence sur la page Facebook de Sud Radio, on pourrait aussi, que pensez-vous de certains qui prétendent pouvoir voyager dans le temps? On va revenir sur tout ça, si vous le voulez bien. Étienne Klein, vous qui êtes notre invité sur Sud Radio, et vraiment encore un grand merci. Je peux vous dire que toute l'équipe là qui est dans le studio, Manu, même moi, c'est, je crois, l'émission où j'ai moins parlé, où je parlerai le moins, c'est tellement on écoute. Il y a également Quentin qui est avec nous à la réalisation. Quand on a préparé ce rendez-vous, Étienne Klein, puisque vous êtes le référent scientifique de cette exposition sur le temps de la Poste, vous m'avez dit, Laurence, souvenez-vous, il y a quelque temps encore de cela, eh bien c'est la Poste qui fixait le temps avec le cachet de la Poste faisant foi. Et là, je ne savais pas, je vous ai dit, mais pourquoi? Racontez-nous cela avant la pause. Dans le passé, toutes les villes n'étaient pas à la même heure. Hein. L'heure n'était pas synchronisée comme elle est aujourd'hui. Donc il y avait une heure pour Nantes, une heure pour Lyon. Et donc il fallait trouver un moyen de
trouver, il fallait que le cachet de la pose fasse référence d'une façon qui ait la même signification pour tout le monde. Et donc, ça demandait des innovations techniques qui sont racontées dans l'exposition. Et dont le fameux cachet, la Poste fait foi. Et souvent, il a duré, et encore maintenant, pour ceux qui font leur déclaration d'impôt, vous savez qu'ils les mettent encore en papier dans la boîte aux lettres. C'est jusqu'à tel jour, telle heure, minuit, le cachet de la Poste faisant foi. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup, Étienne. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. Vous le voulez bien? Avec plaisir. Vous avez le temps? Avec plaisir. Oui, j'ai la durée. Voilà, prenons la durée de rester ensemble pour ce rendez-vous dossier de l'été pour parler du temps avec notre invité Étienne Klein qui est avec nous. Étienne, physicien entre autres, mais aussi philosophe, chercheur au commissariat de l'énergie atomique, et on prend la durée de parler du temps. Je fais attention. La liberté, la liberté. On prend la liberté. Le temps veut dire liberté parfois. J'ai le temps, ça veut dire j'ai la liberté. Tiens, on en parle dans quelques instants. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Le dossier de l'été. Et nous sommes en compagnie d'Étienne Klein, qui est notre invité, physicien, philosophe, entre autres, et pas seulement. Nous évoquons la notion du temps dans ce dossier de l'été, car nous avons eu envie, avec l'équipe des routes de l'été, d'en parler à l'avant-veille, on va dire, de la rentrée. Et quand je dis avant-veille, c'est 3 jours avant. C'est effectivement, là aussi, il y a une notion de temps, car nous sommes aussi gérés dans nos vies par des calendriers. Étienne Klein, vous êtes avec nous. Vous avez dit juste, il y a de cela quelques instants avant que l'on parte en pause radiophonique, que lorsque l'on dit je prends le temps, en fait ça veut dire je prends la liberté. C'est-à-dire que le mot temps est synonyme de beaucoup d'autres choses dans notre quotidien de langage. Oui, quand je dis je n'ai pas le temps, ça veut dire que je n'ai pas la disponibilité pour faire ce qu'on me demande. Mais en fait, quand on dit ça, parfois on ment, c'est-à-dire que on dit ça pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, quand je dis je n'ai pas le temps, ça peut vouloir dire j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce qu'on me demande. Quand je dis également je perds mon temps, là il y a une autre idée. C'est, est-ce que ça sous-entend que ce temps nous appartient, qu'il nous est compté? Ça voudrait dire que de temps en temps on le possède et de temps en temps il nous échappe. Mais en fait c'est toujours l'idée que le temps dépend de nous. En fait, pour un physicien, le temps ne dépend pas de ce qu'on fait nous en tant que sujet dans le temps. Je sais pas si vous voulez qu'on parle de relativité d'Einstein. Allez, allons-y sur Sud Radio. Moi j'adore. Alors souvent encore on résume la théorie d'Einstein qu'on appelle la relativité en disant le temps a une vitesse d'écoulement qui dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. On sait que ça induit des contresens parce que d'une part, le temps n'a pas de vitesse, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis on a l'impression, quand on a cette phrase en tête, que si par exemple je quittais la Terre dans une fusée très rapide, voilà, moi je suis avec vous, nos heures sont les mêmes sur nos montres sont synchronisées donc, et moi je pars dans une capsule à très grande vitesse. Et j'emporte avec moi ma montre et puis des livres. Alors quand je suis ici, le temps qu'il me faut pour lire un livre, c'est à peu près 2 heures. Et j'emporte avec moi donc dans cette fusée des livres de même taille. Et je me dis, compte tenu de la phrase, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je suis en déplacement dans l'espace, dans cette fusée. Donc le temps qu'il me faudra à ma montre pour lire un livre sera différent de 2 heures. Ça sera soit plus, soit moins. Si je fais l'expérience, je trouverai 2 heures. Ben oui. C'est-à-dire qu'il y a un contresens qui est induit par cette phrase. En fait, le mouvement est comme rien, comme disait Galilée. C'est-à-dire quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. Par contre, la différence entre Einstein et Galilée, c'est que Galilée dira, quand je reviens du voyage et que je compare l'horaire indiqué par ma montre à l'horaire indiqué par votre montre, je trouverai le même résultat. C'est-à-dire que mon voyage aura permis à nos montres de rester synchronisées. Mais Einstein dit, non, quand moi je rentrerai de ce voyage, que je reviendrai sur Terre, vous serez tous morts. Non, oui, non pas parce que j'aurais vécu plus longtemps que vous. Vous allez vivre 100 ans tous, mais parce que mon temps à moi, ce qu'on appelle le temps propre, mon temps à moi, ce sera désynchronisé du vôtre. En fait, quand je me déplace dans l'espace, je ralentis la vitesse avec laquelle le futur arrive.
Wow. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Oui, je pense. En tout cas, pour moi, je vous ai suivi totalement. Maintenant, je vais demander. Alors pour que ça marche, Oui. faut quand même aller vite. Hein. C'est pas en faisant un Oui, footing, non, bien sûr. voilà. Oui, c'est clair. Il faut aller à des vitesses qui soient non négligeables par rapport à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais du coup, ça peut aller effectivement dans le sens de beaucoup qui font de la recherche de voyager dans le temps. Oui, alors ça c'est une expression dont il faut se méfier parce que pour voyager dans le temps, vous voyez bien qu'il faut 2 temps. Eh oui. Il faut le temps du voyageur temporel, son temps à lui, et puis le temps dans lequel il voyage. Si ces 2 temps sont confondus, il n'y a plus de voyage dans le temps. Ou alors, si je dis que là on va tous vers demain, par exemple, on peut dire que c'est un voyage dans le temps, d'une certaine façon. Bien sûr. Mais en fait, là il y a des principes de physique très très puissants que je vais pas détailler, mais en fait vous pouvez pas voyager dans votre temps propre. Vous pouvez pas choisir librement la position que vous occupez dans le temps, dans votre temps à vous. Par contre, vous pouvez vous désynchroniser du temps d'un autre. Vous pouvez voyager dans le futur de quelqu'un, d'une certaine façon, à la condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller très vite dans l'espace. Ouais, c'est ça. Alors rien à voir avec les moteurs de temps, les moteurs 4 temps. Hein. Non, enfin, non, excusez-moi, c'était trop facile. Non, c'est bien joué, c'est bien joué. Merci beaucoup. Le temps de la science et de la philosophie sont donc un peu contradictoires. Je dirais pas qu'ils sont contradictoires, mais je dirais moi que la physique a produit des résultats, a fait des découvertes à propos du temps qui viennent modifier l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Et donc je pense que c'est intéressant d'expliquer ce qu'on a découvert sur le temps en physique pour que notre façon de le penser soit modifiée en tenant compte de ce qu'on sait. D'accord. Si vous prenez par exemple les grandes découvertes qui ont été faites en physique ces dernières décennies, moi j'en vois 2. La première, c'est en 2012, on a découvert une nouvelle particule élémentaire qui s'appelle le boson de Higgs en 2012. C'est une particule qui avait été prédite en 1964, donc 48 ans avant qu'elle soit découverte. Et c'est quoi cette particule c'est une particule qui est responsable du fait que les autres particules ont une masse non nulle. Alors attendez, donc, on va aller tout doucement là, Étienne. C'est une particule, parce qu'on n'a pas entendu la fin de la phrase. Alors, en fait, cette particule, elle est associée à ce qu'on appelle un champ quantique, dans lequel baignent toutes les particules élémentaires, hein, les électrons, etc. Et c'est l'interaction entre les particules et ce champ qui leur donne leur masse. Okay. Donc cette particule, elle est responsable de la masse non nulle des particules élémentaires. Or, pour avoir un temps propre, il faut avoir une masse non nulle. Donc cette découverte, elle a à voir avec la question du temps. C'est ça que je veux dire. Et bien sûr. Et donc il faut en tenir compte, si on est sérieux, quand on s'intéresse à la question du temps. Et puis en 2015, souvenez-vous, 2016 plus exactement, on a détecté pour la première fois ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Oui. C'est Einstein qui avait prédit ça un siècle avant, en 1916. En fait, c'est des vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et donc là, on a un phénomène dans lequel c'est l'espace-temps lui-même, c'est-à-dire le contenant de l'univers, en quelque sorte, qui se met à vibrer au passage de cette onde. C'est-à-dire la distance entre 2 points est modifiée par l'onde qui traverse l'espace. Et puis, si vous avez 2 mondes qui sont synchronisés, à une certaine distance l'une de l'autre, au passage de l'onde, elle se désynchronise. Donc on apprend des choses sur le temps grâce à la physique. Et une des motivations de mon travail, disons, c'est de faire en sorte que ces découvertes soient prises en compte dans notre façon de penser le temps. Et alors là, il s'agit pas de changer nos façons de parler, hein, on va pas modifier le langage. Oui. Mais quand on parle, de réfléchir à ce qu'on dit un peu plus pour s'amuser. Parce que ça engendre souvent des paradoxes. Et puis il y a autre chose, du coup, c'est même par rapport à nos cultures, j'imagine. Y compris sur cette propre planète, avec les cultures différentes que nous avons et ce rapport à ce qu'on appelle le temps. Oui, alors en plus, le mot temps n'a pas existé dans toutes les langues initialement. Hein. Et oui. Donc c'est pas une pensée obligatoire, on n'est pas obligé d'inventer le mot temps. Il y a des cultures en effet qui se sont contentées de la notion de processus, de passage, de temporalité. Et oui, que nous, on a tendance à associer au temps des adjectifs. On parle d'un temps, vous-même vous avez parlé d'un temps philosophique, on parle d'un temps subjectif, d'un temps géologique, d'un temps cosmologique. Bref, on parle comme s'il y avait autant de temps qu'il y a de sortes de phénomènes temporels. Comme si le temps ressemblait à ce qui se passe dans le temps. Alors moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut essayer de défaire cette association, parce qu'elle peut être trompeuse. Pour juste
parce qu'on arrive tout doucement, il nous reste encore facilement 3 minutes, et puis j'aimerais vous garder tout le temps. Mais la fin de l'émission, c'est pas la fin des temps quand même. Non. La fin des temps, qui était d'ailleurs un très joli livre de Barjavel, je crois, non? Oui. Oui, il me semble. Juste pour revenir sur cette notion pour la rentrée, en tout cas, et c'est pour cela aussi que j'avais eu envie de vous recevoir, c'est que on va tous d'un seul coup avoir la sensation que tout se réaccélère. Et toujours par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, en fait, juste prendre le recul nécessaire et de se dire que le temps, effectivement, est sans doute une création telle qu'on le vit dans nos vies, un peu dans tous les sens, une montre à la main, un téléphone portable où on regarde toujours l'heure, etc. Le philosophe que vous êtes, au-delà du physicien, j'ai pas envie de parler de conseils, mais quel outil vous pourriez nous donner pour... Vous êtes d'accord avec moi que le temps se fiche complètement de la rentrée scolaire, hein, ça va pas le changer. Par contre, la rentrée scolaire, elle va modifier notre rapport au temps, notre rapport personnel. Parce que des contraintes vont apparaître, des contraintes d'horaire, il faudra être présent à l'heure des cours pour les élèves. Donc ça contraint l'emploi du temps. Et quand il y a beaucoup de contraintes, on a l'impression d'être débordé par ces contraintes. Et parce qu'on a l'impression d'être débordé, on a l'impression que c'est le temps lui-même qui s'accélère. Alors qu'en fait, c'est le rythme des contraintes qui s'imposent à nous qui semble trop fort et on n'arrive plus à suivre, en fait. Et d'ailleurs, quand on est débordé, ça peut donner un sentiment d'importance, on se sent important parce qu'on est débordé. Mais quand on l'est trop, ça peut conduire au burn-out. Donc moi, je n'ai pas de conseils à donner, mais je pense que, en tout cas, dans mes souvenirs, lorsque j'étais élève, je faisais l'effort d'être attentif à ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire, l'agissement des professeurs, je me contentais de tenter de les écouter, de ne pas me laisser distraire. Et aujourd'hui, comme les jeunes, vous l'avez dit, ont des téléphones portables, leur attention est constamment captée par des sollicitations diverses. Et la concentration, c'est-à-dire le fait d'être dans le présent entièrement, sans se laisser déborder par un projet, par un regret, par une sorte de signal qui viendra de l'extérieur, d'essayer de se concentrer, c'est-à-dire d'être là où on est complètement, sans aucun dérivatif. Être dans l'instant en un seul mot. À l'instant, c'est difficile. Moi, je parle tout simplement de présent. D'accord. Le présent, contrairement à l'instant, il a une certaine durée. Un instant, il a une durée nulle. Donc, être présent à l'instant, c'est quand même une activité psychiquement difficile. Mais présent au présent, c'est déjà pas mal. Comme un alpiniste, un alpiniste, quand il gravit une paroi, mais il est complètement présent au présent. Il est pas en train de penser à ce qu'il va manger à midi. Il est concentré. Il y a une sorte de centration dans le présent qui en fait est assez jouissive. En tout cas, ça a été... je vais pas dire assez jouissif parce que c'est vous qui l'avez dit, ça pourrait être mal perçu, mais un vrai bonheur que vous ayez pris le temps, donc la liberté d'être avec dans la durée. La durée aussi, dans la durée, d'être avec nous sur Sud Radio, Étienne Klein. Merci beaucoup et je rappelle donc votre livre qui est paru cette année chez Gallimard, Transport physique. Surtout, on vous retrouve un peu partout et c'est un bonheur pour nous de prendre ce temps d'être avec vous. Et puis, on vous retrouve aussi à travers l'exposition sur le temps qui se joue actuellement. C'est au musée de la Poste, qui est un très beau musée que j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est un musée qui est extraordinaire et qui nous offre le temps de revoir le patrimoine de la Poste, mais aussi toute autre chose. Merci beaucoup à vous, Étienne Klein. Merci et bonne journée à tout le monde. C'était un bonheur partagé en tout cas. À suivre dans notre rendez-vous, on va se promener sur un sentier de l'été. Nous serons dans ce présent d'être sur Sud Radio pour aller à la découverte de la cheminée de Fées. La cheminée des Fées, c'est dans le Massif central. À tout de suite.